Bonjour et bienvenue sur ce 11e Quesaco sur les chiffres clés de la mobilité. Alors, donc je me présente, je suis Hervé Olivier, je suis le directeur des études et le directeur adjoint de l'agence d'urbanisme Topos. Et donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce 11e Quesaco que nous a concocté Julien Salin, notre responsable thématique mobilité et société, qui vous présentera donc les chiffres clés de la mobilité. Pour cela, nous allons être accompagnés très avantageusement de Monsieur Julien Olivier, qui est adjoint au pôle mobilité de la DREAL, qui nous présentera des éléments sur l'Observatoire régional des Sur transports. les chiffres clés de la mobilité, Puis nous aurons une présentation de c'est Monsieur Topos, Jonathan Kurtz c'est et l'agence Victor d'urbain. Stéphanie. Ah, donc j'étais en train de dire que nous aurons la présentation de Messieurs Jonathan Kurtz et Victor Stefanini, qui sont chargés de déploiement de la plateforme du registre d'épreuves de covoiturage. Sous cette dénomination plutôt technique se cache un véritable trésor d'informations et de données sur le covoiturage. Donc avant de céder la parole à Julien, je vais juste vous faire un petit rappel très bref sur l'enjeu de l'observation pour l'agence d'urbanisme. Donc je veux bien que tu passes la diapositive, s'il te plaît, Julien. Donc voilà, la composante de l'observation. Alors, les missions d'observation pour l'agence d'urbanisme, c'est une mission cardinale, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement importante. Ça représente aujourd'hui près d'une quinzaine d'observatoires qui sont développés sur les thématiques majeures de l'aménagement du territoire, mobilité, environnement, économie, etc. C'est lié évidemment à des besoin en matière de données, donc de constitution de bases de données, de constitution d'indicateurs pour permettre l'analyse des situations des territoires, donc des territoires de l'Orléanais. Donc vous avez la cartographie qui s'affiche à l'écran. Et puis, ça nous permet aussi de travailler avec l'ensemble des parties prenantes de ces territoires, techniques, politiques, comment dire, forces vives, de travailler en matière d'animation sur l'ensemble des connaissances, du partage de connaissances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la donnée qui est récoltée dans le cadre de l'observation qui va compter, il y a aussi l'apport de l'ensemble des expériences des parties prenantes de la démarche d'observation. Donc pour nous, c'est effectivement un élément très important. C'est un élément très important qui permet, donc je viens de le dire, le partage de connaissances, qui permet aussi, avec l'ensemble de ces informations, de pouvoir travailler en transversalité, de pouvoir solliciter plusieurs données dans plusieurs observatoires différents pour pouvoir constituer des visions globales de l'évolution du territoire. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir constituer des outils dont vous avez eu la possibilité d'assister à des présentations lors de webinaires précédents, dont le dernier qui était sur les chaleurs urbaines. Donc, en matière de mobilité en particulier, de travailler sur les territoires des proximités, les perméabilités urbaines pour les modes actifs, le PUMA, et puis, entre autres choses aussi, l'étude accidentologie qui a été produite par Julien cette année. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir mesurer, suivre et évaluer les effets des politiques publiques sur l'ensemble des territoires de l'Orléanais et parfois au-delà, puisqu'on se situe aussi, dans certains cas, dans des observations pour les relations avec l'Île-de-France, à l'échelle régionale également, etc. Donc voilà le système global que je vous ai présenté donc de l'observation à l'agence d'urbanisme. Et en particulier, donc Julien va vous présenter maintenant l'ensemble des données qui concernent la mobilité à l'échelle des territoires de l'Orléanais. Julien, je te souhaite la parole et je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, le premier élément que je vous présente, c'est d'abord comment on accède à cette application mobilité. Donc, dans la petite animation, vous voyez le chemin le plus direct. Quand on arrive sur notre site, on scrolle un peu vers le bas pour arriver à l'onglet portail cartographique. On arrive sur notre site internet. Donc, là, vous avez le moyen le plus rapide pour y accéder. Dans cette application, vous avez plusieurs vues, vous avez 3 vues. Vous avez une vue sur des données de cadrage qui sont issues des traitements du recensement de l'INSEE, donc avec la motorisation des ménages, le lieu de travail des actifs et le moyen de transport des actifs. Une vue sur des données
sur l'accès à une mobilité plus durable et une vue également sur l'accidentologie. Sur cette diapo et donc sur cette présentation, vous aurez à disposition sur notre site, je vous ai mis un QR code aussi pour accéder directement à l'application pour que ce soit le plus direct possible pour vous. Donc, je vais aller directement sur notre site internet. Hop là. L'autre moyen aussi, un autre chemin sur notre site internet, c'est donc quand vous allez dans Outils, on a le petit l'onglet portail cartographique. Donc, on va dessus et on arrive sur la page où il y a toutes nos applications et autres outils qui sont disponibles sur notre site. Donc, c'est celle-ci avec ces logos, la mobilité dans les territoires de l'Orléanais. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil, donc avec les 3 vues dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la première, c'est les données de cadrage. Pour démarrer, les quelques principes généraux qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment fonctionne l'application, et ce pour les 3 vues. D'abord, vous pouvez sélectionner en haut à droite, en fait, l'échelle géographique, l'entité sur laquelle vous voulez tout un tas de données. Donc, vous avez la possibilité de choisir dans la liste que vous avez là, mais vous pouvez également taper ce que vous voulez et ça va vous donner les propositions en fonction de ce que vous tapez. Donc là, pour l'exemple, moi, je vais prendre la CC des Terres du Val-de-Loire. Ce que vous avez également pour les trois vues, c'est à gauche, vous avez une petite flèche qui est un à propos qu'on a indiqué, qu'on peut aussi qualifier de notice. Dans cet onglet, vous allez avoir des informations sur le millésime des données qui ont été utilisées, sur les traitements qui ont pu être faits par nos géomaticiens, et vous aurez également quelques définitions des indicateurs qui sont peut-être un tout petit peu plus techniques. Donc, vous allez retrouver à chaque fois cet onglet pour chaque vue. Et enfin, pour chaque vue, ce que vous allez pouvoir faire, vous voyez, pour que chaque vue, il y a plusieurs blocs. Là, pour les données de cadrage, on a 2 blocs. Vous pouvez également, en cliquant en haut à droite, agrandir chaque bloc pour encore avoir une meilleure vue, pour notamment, si vous souhaitez faire des captures d'écran, ça sera beaucoup plus lisible pour les exploitations que vous pourriez en faire. Et quand vous recliquez sur le petit icône en haut à droite, vous revenez à la vue initiale. Donc, autre élément aussi important qui a un rappel, tous les indicateurs que vous allez voir dans l'application, c'est issu des travaux de l'Observatoire des mobilités de mon prédécesseur d'ailleurs, et l'agence a choisi de piocher dans cette liste d'indicateurs qui avait été constituée par nos partenaires pour essayer de mettre des indicateurs qui sont disponibles de manière relativement homogène sur tous les territoires de l'Orléanais. Donc, si on démarre plus précisément pour les données de cadrage, la première vue, enfin le premier bloc plutôt, vous avez d'abord en haut le nombre de ménages, donc en 2019 et le nombre de ménages en 2008, puisqu'on a fait la comparaison entre 2 années, entre 2 millésimes du recensement de la population pour qu'on ait une vraie lisibilité sur la tendance de nos indicateurs sur 10 ans. Donc, sur l'équipement automobile des ménages, si on prend toujours cet exemple de la CC des Terres du Val-de-Loire, donc on s'aperçoit qu'on a 7,2% des ménages, donc 7,2% des 20 220 ménages que composent les habitants de la CC des Terres du Val-de-Loire qui n'ont pas de voiture. Et on en a 40% en 2019 qui n'avaient qu'une seule voiture et 52,8%. Si on va très vite, pour vous donner un exemple d'analyse qu'on peut faire très rapidement, sur 10 ans, on s'aperçoit qu'on a moins de ménages qui n'ont pas de voiture, on a plus de ménages qui ont 2 voitures ou plus, et on a un petit peu plus de ménages qui ont une seule voiture. Et en plus, dans le même temps, on s'aperçoit qu'on a 2000 ménages supplémentaires, donc on a des nouveaux ménages en 10 ans et qui sont encore plus équipés en voiture. Voilà, c'est un élément d'analyse qu'on peut retirer très rapidement de ce type d'indicateur.
Le deuxième bloc, c'est les actifs. Donc même principe, vous avez le nombre d'actifs pour la CC des Terres du Val-de-Loire, donc en 2019, et vous avez la même donnée pour 2008. Donc vous avez d'abord le moyen de transport des actifs euh, pour aller au travail. Donc là, ça permet de vous donner des indications sur les modes de transport utilisés pour ce motif qui est extrêmement structurant dans la chaîne des déplacements d'une journée. Donc là, ce qu'on peut voir par exemple pour cette Comcom, c'est qu'on a en 10 ans, ben, on a 3%, on a un peu moins de 3% de part modale supplémentaire sur la voiture pour aller au travail. Donc c'est une autre indication. Et l'autre indication qu'on peut y voir, c'est que les modes alternatifs à la voiture sont relativement en baisse. Élément important à avoir en tête sur cet indicateur, c'est qu'en 2008, les vélos et les deux roues motorisés étaient comptabilisés ensemble et l'INSEE a effectué une mise à jour qui fait qu'en 2019, on a bien un champ vélo et un champ deux roues motorisés. Donc, il faut l'avoir en tête. Et pour faciliter l'analyse que vous pouvez faire sur les graphiques où on a une légende comme cela, en cliquant sur les légendes, vous pouvez cacher ce qui ne nous intéresse pas forcément pour l'analyse. Ça, c'est important de l'avoir en tête aussi. Et ensuite, le lieu de travail des actifs, vous allez avoir d'abord l'Île-de-France, puisqu'il y a un vrai enjeu, sur notre territoire, on a quand même pas mal d'actifs qui peuvent aller en Île-de-France pour travailler, donc vous avez la donnée. Vous avez ce qu'on a appelé l'entité sélectionnée pour des raisons techniques, on ne pouvait pas mettre quelque chose de plus clair, mais l'entité sélectionnée, c'est à chaque fois, c'est l'entité que vous avez sélectionnée en haut à droite. Donc là, pour cet exemple-là, c'est la CC des Terres du Val-de-Loire. Donc là, clairement, ça veut dire que 38,2% des 21 378 actifs habitants résidents sur la CC des Terres du Val-de-Loire travaillent également sur ce même périmètre. Et donc ensuite, vous avez le territoire de l'Orléanais et le reste du territoire français. Donc même principe, vous avez aussi la comparaison entre les deux, entre 2018 et 2019. Hop. Pour la deuxième vue, donc l'accès à une mobilité plus durable. Donc on a bien cette notice, comme je vous disais tout à l'heure. Donc le premier bloc, on a d'abord l'accès à la population au service de transport en commun. Donc là, on a pris 300 mètres pour le bus urbain et y compris le transport à la demande. Donc plusieurs éléments. D'abord, la distance, c'est une distance réelle. Donc c'est une distance sur voirie à parcourir pour accéder à ces arrêts de transport en commun. Quand on met y compris les transports à la demande, c'est parce que sur les autres territoires, donc les territoires en dehors de la métropole, il y a également des arrêts de transport à la demande REMI qu'on a qualifiés comme des arrêts de transport en commun urbain. Donc quand vous irez par exemple sur la CC des Terres du Val-de-Loire, vous aurez une partie de la population qui a accès à ces services-là. Donc vous avez également le tramway, les TER, donc les gares, l'offre Rémi, donc les arrêts où on a du Rémi scolaire et régulier, les arrêts où on a seulement du Rémi scolaire et les arrêts où on a également du Rémi régulier. Donc si on prend toujours l'exemple de la CC des Terres du Val-de-Loire pour comprendre les chiffres, donc on a un petit peu moins de 5% qui accèdent donc là au service de transport à la demande de la région. On en a 21% de la Comcom qui a accès à moins d'1 kilomètre à la gare. Et voilà, et après vous avez compris le principe. Le deuxième bloc, c'est sur la question du vélo. Sur la question du vélo, la source principale des données, c'est OpenStreetMap pour tous les territoires en dehors de la métropole. Donc on a le nombre de stationnements que vous avez en haut, qui ont été comptabilisés donc, en 2022, et vous avez également le kilomètre d'aménagement cyclable. Et c'est tout type d'aménagement. On va de la piste bidirectionnelle à la simple bande cyclable. Vous avez donc un graphique qui va de 0 à 1295 km. 1295 km qui est la distance totale comptabilisée par nos géomaticiens d'aménagement cyclable sur l'ensemble des territoires de l'Orléanais. Donc là, pour la CC des Terres du Val-de-Loire, on s'aperçoit qu'on a 124 km d'aménagement cyclable sur 1295 km au total. Le bloc suivant, vous avez également les véhicules, tout ce qui est lié au rechargement des véhicules électriques. Donc on a les bornes de recharge et les points de chargement. Juste pour avoir quelques éléments de définition en tête, la borne de recharge est bien une borne où on peut brancher plusieurs voitures et un point de chargement, c'est simplement entre guillemets une prise électrique.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette donnée-là est une agrégation de bases de données disponibles en open source. Il y en a plusieurs. Et il y a un inconvénient, c'est que pas mal de bornes de recharge ou points de chargement qui sont notamment sur des parkings de fast-food ou de supermarchés ne sont pas forcément comptabilisés. Donc c'est une petite limite à avoir en tête sur cette donnée. Et enfin, une donnée qui est relativement récente et monsieur Stéphanie et monsieur Course en parleront tout à l'heure plus précisément, c'est le nombre de trajets en covoiturage, donc de départ et d'arrivée pour les territoires sélectionnés, qui sont faits en covoiturage courte distance. Quand on dit courte distance, c'est pas le covoiturage Blablacar tel qu'il est connu et reconnu, c'est bien le covoiturage opéré par des opérateurs de covoiturage, et la donnée est issue des preuves de covoiturage qui sont générées pour que les salariés puissent avoir accès au forfait mobilité durable. J'en dirai pas plus, vous aurez un détail supplémentaire tout à l'heure. Et enfin, les données sur l'accidentologie. Donc les données sur l'accidentologie, la source de données, c'est l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'agence d'urbanisme conventionné avec cette structure de l'État pour avoir accès à l'ensemble des données de l'accidentologie. Ce qu'il faut avoir en tête aussi pour bien comprendre d'où viennent les données, comment elles sont renseignées, elles sont d'abord renseignées par les forces de l'ordre. Donc ça veut dire que plus l'accident sera grave et plus la donnée d'accidentologie sera exhaustive, puisque dès qu'on a un blessé hospitalisé ou un tué, les forces de l'ordre interviennent systématiquement. Par contre, pour les accidents typiquement qui sont plutôt de la tôle froissée, là l'exhaustivité sera un peu moins forte, puisque, comme vous le savez tous, les forces de l'ordre n'interviennent pas forcément sur ce type d'accident. Donc voilà, c'est un prérequis qu'il faut avoir en tête. Donc sur les blocs, vous avez deux données principales à avoir en tête, donc c'est le nombre de victimes et le nombre d'accidents. Donc on a 719 victimes sur les territoires de l'Orléans en 2021 et 290 accidents. Et vous avez le détail par année de 2017 à 2021 en graphique. D'ailleurs, on voit très bien le petit creux, enfin même le gros creux lié au Covid. Donc on voit que le Covid d'ailleurs a eu un impact sur l'accidentologie. 2022 n'est pas tout à fait encore disponible, mais il est bien prévu de le mettre à jour dès que ça sera le cas. J'en parlerai très rapidement tout à l'heure. Enfin, vous avez un bloc sur la gravité des blessures. Donc typiquement, si on prend un exemple, en 2017, sur les territoires de l'Orléanais, on avait 45,8% des victimes d'accidents de la circulation qui étaient indemnes. Et à l'inverse, en 2021, on avait 13,8% qui ont été blessés, hospitalisés. Et enfin, un bloc où vous avez un détail un petit peu plus important sur les modes concernés pour les accidents. Donc, on a fait plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est le nombre d'accidents qui implique un mode motorisé et un mode actif. Pour rappel, un mode actif, ça peut être un piéton, un cycliste ou un trottinettiste, par exemple. Vous avez également le nombre d'accidents qui impliquent un vélo ou une trottinette, le nombre d'accidents qui impliquent au moins un piéton, les accidents qu'on a qualifiés de multiples, c'est-à-dire les accidents qui impliquent au moins 3 usagers. Donc vous avez par exemple les accidents qui vont concerner 2 piétons, une voiture, 2 voitures, un vélo par exemple. Donc à chaque fois, il y aura au moins 3 usagers concernés par l'accident. Et enfin, vous aurez les accidents qu'on peut dire un petit peu plus classiques, qui vont être des accidents voiture contre voiture, voiture poids lourd, véhicule utilitaire par exemple. Donc voilà les données qui sont disponibles sur l'application. Et si je reviens juste pour la dernière diapo du slide, quelques perspectives à avoir en tête. L'ambition de l'agence, c'est de mettre à jour toutes les données que je viens de vous présenter annuellement, en tout cas toutes celles qui peuvent être mises à jour annuellement, pour que l'application puisse vivre et mettre à disposition des données qui sont le plus à jour possible. Et voilà, également quelques pistes de réflexion pour enrichir l'application, puisque c'est une première version. L'ambition, c'est également de l'enrichir avec des données complémentaires. Quelques exemples de données qui sont en réflexion, c'est l'exploitation des données GTFS. Les données GTFS, c'est des données liées à l'offre de transport en commun qui peuvent permettre de faire des traitements
développement beaucoup plus intéressant et d'amener de la donnée sur l'offre à des échelles géographiques qu'on peut choisir. Donc, typiquement, la commune PETR, la Comcom, et donner le nombre de services disponibles à chaque échelle géographique. Voilà, ça c'est une piste. Des données complémentaires aussi sur le covoiturage qui sont disponibles sur l'Observatoire national du covoiturage, comme l'occupation moyenne des véhicules des personnes qui font du covoiturage, les aires de covoiturage aussi, on peut imaginer, et peut-être encore d'autres choses. On peut aussi, pourquoi pas, imaginer indiquer la fréquentation des services de transport en commun qui desservent chacun des territoires qui sont compris dans l'application. Donc, s'il y a des questions, on peut prendre un temps d'une ou 2 minutes Oui, alors pour y répondre. j'ai 2 questions et peut-être que tu vas pouvoir, faire une petite démonstration rapide, Julien. Il y a une personne qui demande, quelles sont les sources d'informations, concernant les données. Peut-être que tu peux montrer comment on peut cliquer sur le petit onglet complètement à gauche de la fenêtre de navigation, et Je peux. l'ouvrir en direct pour, voir, qu'on a les sources qui apparaissent? Merci. Alors, Voilà. là, sur l'onglet tout en bas, à chaque fois, vous avez la source des données. Donc là, c'est pour l'accidentologie, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'ONISR, donc l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Et si on va dans l'accès à une mobilité durable, on a indiqué aussi les sources au même endroit, où là, on a des données qui viennent d'Orléans Métropole, du Conseil régional Centre-Val de Loire, d'OpenStreetMap et de l'Observatoire national du covoiturage. Donc à chaque fois, comme vous avez les sources de données qui sont en bas de la propos disponibles dans le bloc à gauche. Voilà. Et vous avez une explication sur les données à chaque fois quand elle est pertinente. Là, pour cet exemple-là, euh, on a indiqué des définitions un petit peu plus précises, donc notamment par exemple sur le covoiturage qui est une donnée relativement récente où on a mis quelques éléments avec un lien qui renvoie vers l'observatoire et en indiquant quelques prérequis importants. Par exemple, pour le covoiturage, on a bien indiqué que cet indicateur n'inclut pas le covoiturage informel, qui est une information extrêmement importante sur cette donnée-là. Donc vous avez toutes les informations à cet endroit-là. J'ai une deuxième question, dans le chat, qui concerne, en fait, une précision qu'il faudrait que tu apportes à propos des bornes de chargement. Donc, la question est la suivante: ce sont 13 points de chargement et 5 bornes, ou est-ce que les points de chargement des bornes sont comptés dans les 13 points? Alors, très majoritairement du temps, les points de chargement, sont compris dans les bornes. Par contre, ça peut arriver mais c'est plutôt marginal, ça peut arriver qu'on ait des points de chargement uniques qui ne sont pas liés forcément à une borne. Mais c'est rarement le cas. Mais ça peut arriver. D'accord. Madame Drazek, vous vouliez poser une question en direct, en plus du chat? Oui, tout à fait, je suis désolée, j'ai une autre question. Dans les données de cadrage que vous avez partagées, j'étais en train de taper ma question à l'écrit, vous présentez la répartition des lieux de travail des actifs et leurs moyens de transport. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir les moyens de transport des actifs en fonction du lieu de travail? Ma question, par exemple, si on prend les CC du Terre de Var-de-Loire, ceux qui travaillent sur la CC des Terres du Var-de-Loire, est-ce qu'il y a possibilité de savoir s'ils utilisent leur véhicule motorisé, les transports en commun, le vélo, etc.? C'est peut-être un niveau de détail que vous n'avez pas, mais c'est pour savoir si voilà, est-ce qu'il y a ce niveau-là d'information qui est disponible ou pas? Julien? Alors, je m'excuse, je suis pas sûr d'avoir complètement compris la question. Vous pouvez me la reposer? Typique C'est là, les parts modales, en fait. c'est ça. C'est en Là, fait les pardon, excusez-moi, je me oui, permets allez-y, de allez-y. résumer. C'est en fait, madame Drazek demande quelles sont les parts modales, si il y a moyen d'identifier, les parts modales dans les déplacements domicile-travail. Mais Et c'est le, alors quels sont c'est les modes Mais utilisés par les Ouais, différentes mais alors personnes qui c'est se bon, déplacent? très bien, j'ai compris. Mais ça nous montre peut-être que le titre est peu clair, puisqu'en fait, c'est exactement ça le bloc, la moyen de transport des actifs, c'est bien les parts modales. Là, donc là, pour l'exemple des résidents de la CC des Terres du Val-de-Loire, pour se rendre sur leur lieu de travail.
D'accord, oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est sur par exemple, ces 85,2% de personnes résidentes dans les terres du Val-de-Loire qui se rendent dans leur lieu de travail, savoir sur ces 85%, la part qui travaille éventuellement en Ah, Île-de-France, sur le ah, territoire ou pardon. dans l'Orléanais de façon plus large. Alors, je pourrais refaire vérifier, mais à ma connaissance, ce niveau de détail-là, on ne l'a pas. D'accord, très bien. Merci pour les Mais précisions. c'est une question que je peux faire vérifier auprès de nos géomaticiens, mais pour moi, non. Donc, bonjour à tous. Donc, comme ça a pu être dit précédemment, donc, je suis adjoint au responsable du pôle mobilité durable donc, à la Dreal Centre Val-de-Loire. Et donc, à ce titre-là, en fait, on anime au sein du pôle donc l'Observatoire régional des transports, que je vais donc vous présenter dans la suite du Diaporama. Donc, les observatoires régionaux des transports donc, ont été créés par circulaire du 9 novembre 1993. Voilà, et en Centre Val-de-Loire, donc ça a mis un petit peu de temps pour se mettre en place, puisque l'ORT a été officialisé 20 ans plus tard. Voilà, il y a eu, on verra, il y a plusieurs partenaires, et donc il a fallu que tout le monde se mette autour de la table et signe la convention de partenariat, donc ça a mis un petit peu de temps. Donc initialement, on avait 23 structures qui avaient signé cette convention, et donc on a eu une reconduction là, en 2018-2019, ce qui a permis d'arriver à maintenant 27 partenaires, dont l'agence d'urbanisme Topos assez récemment. Donc, au niveau des membres, donc, comme je disais, 27 membres, donc des membres de droit et des membres associés. Donc les membres de droit, on va dire un peu les membres, on regroupe, donc là on a indiqué sur la planche tous les logos des différents partenaires, je ne vais pas les lister un par un. On y retrouve des services de l'État, des établissements publics, de nombreuses collectivités, historiquement, on va dire un peu les autorités organisatrices des transports avant l'arrivée de la loi d'orientation des mobilités. On reviendra dessus à la fin de la présentation. Des fédérations de transporteurs, puisqu'on est sur une partie, l'Observatoire régional des transports, on aborde aussi bien le transport marchandises que le transport voyageurs. On y retrouve des associations, donc une agence d'urbanisme et un organisme consulaire avec la chambre, la CCI, le Centre Val-de-Loire. Les missions des ORT, et notamment celui de l'ORT Centre Val-de-Loire, donc c'est de diffuser les données et les informations sur les transports et la mobilité, de valoriser et de capitaliser la connaissance des différents partenaires, d'où tout l'intérêt de faire grandir la communauté de l'ORT, piloter, réaliser des études sur les transports et la mobilité, et donc de constituer un réseau d'acteurs au sein du périmètre régional. Donc, par la suite, je reviendrai un petit peu sur les exemples de ce qu'on peut entendre derrière ces différentes missions. Donc les outils à la disposition de l'ORT, donc on a d'abord un site internet, où là je vous ai indiqué la page d'accueil, enfin un bout de la page d'accueil, donc le site vient d'évoluer, on va dire graphiquement, une nouvelle charte graphique sur ce site. Donc on y retrouve principalement les différentes actualités des partenaires, l'agenda des événements autour de la mobilité, aussi bien les événements locaux des partenaires de l'ORT que des événements nationaux. Notamment, on y indique aussi tous les événements. On essaye d'indiquer, d'être assez exhaustif sur les événements autour de la mobilité, notamment les événements que peut mettre en place le CEREMA. Et le partage de données dans l'onglet base documentaire et publications, où on peut y retrouver un certain nombre de fiches et d'éléments sur des sujets liés à la mobilité, que je présenterai plus en détail par la suite. Donc, un autre outil qu'on met en place, enfin qu'on élabore, et là, suite au Covid, on a un petit peu de retard sur cette plaquette. Donc, c'est la plaquette annuelle des chiffres clés sur le transport et la mobilité. Donc, la dernière version date de 2019. Donc là, on a l'objectif cette année de remettre à jour cette plaquette en la faisant évoluer. On y retrouve des données sur les transports de marchandises, les données environnementales liées à la mobilité, au transport, les parts modales, donc domicile-travail essentiellement, et la partie transport voyageur. Donc actuellement, c'est un triptyque, en fait, un document, un PDF. On souhaiterait le faire évoluer vers une version un peu plus numérique, un peu plus
au goût du jour, on va dire. Deuxième outil, donc les fiches ORT. Donc là, c'est des fiches qui sont rédigées par un des partenaires de l'ORT sur une thématique en lien avec le secteur des transports et de la mobilité. Donc là, on a indiqué 2 exemples. On a fait une fiche sur les engins de déplacement personnel motorisés. Donc tout à l'heure, Monsieur Salin parlait des trottinettes, donc on les retrouve notamment dans ces EDPM. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit peu un zoom, de revenir un peu sur la réglementation, les règles, les limites, comment doivent circuler les trottinettes. Voilà. Donc on a fait une fiche sur ce sujet-là, et on voit une deuxième fiche qui avait été réalisée par l'IGR, donc un des partenaires, sur le secteur du transport dans les rejets de gaz à effet de serre, enfin, dans la partie air, on va dire, de la responsabilité du secteur transport sur la qualité de l'air. Donc à ce jour, on a 33 fiches qui ont été réalisées là, depuis la création de l'ORT. Donc voilà, pour 2023, donc une réactualisation des fiches, pour certaines fiches qui est prévue. Enfin, on a une infolettre, donc on publie une fois par trimestre, donc qui permet d'avoir une synthèse de l'activité passée notamment sur le site internet. Donc on diffuse sur le site et par mail. Donc on a une liste de diffusion. Donc là je vous ai mis l'adresse mail de l'ORT. Donc si vous souhaitez avoir connaissance être destinataire de cette infolettre, vous pouvez en faire la demande par le biais de l'adresse mail, et on vous intégrera à la liste de diffusion. Voilà, donc là on voit, ça permet de balayer, de refaire un petit point d'étape sur toutes les actualités qu'on a pu publier sur le site. Notamment, on va essayer aussi là de la faire évoluer pour regrouper, on va dire, les actualités par thématique, pour avoir une lecture plus simple, peut-être plus rapide de cette infolettre. Dernier sujet, donc je parlais tout à l'heure dans l'émission de l'ORT, la réalisation d'études avec certains partenaires. Donc là, on a par exemple, on a 2 exemples, on va dire, d'études qui ont pu être réalisées, notamment avec l'INSEE. Enfin, c'est l'INSEE qui a mené l'étude, mais suite à une sensibilisation, on va dire, dans le cadre de l'ORT, donc sur les axes structurants des mobilités régionales. Donc encore des études sur les déplacements au domicile-travail, et puis une étude, on va dire, sur les plans de mobilité, donc, qui devait être antérieure à la LOM, la loi d'orientation des mobilités, donc qui permettait de faire un petit point sur ce qu'est un plan de mobilité. Donc voilà, c'est le type d'études de production que peut réaliser l'Observatoire régional des transports. Donc pour 2023, donc on a un programme de travail qu'on vient de valider. Donc en dehors de la poursuite des publications périodiquement sur le site internet, on imagine la rédaction de fiches de retour d'expérience de collectivités qui auraient mis en place des expériences innovantes en termes de mobilité. On peut notamment penser au PNR, au parc naturel de la Brenne, qui avait mis en place une navette autonome. Donc, de voir avec eux faire une petite fiche de retour d'expérience sur cette mise en place de navette. On est en réflexion avec le conseil régional sur le lancement d'une étude par modale au niveau régional, mais une étude par modale qui va au-delà au-delà des déplacements domicile-travail. Voilà, on est au tout début, on est vraiment à l'amorce de cette étude. Donc on va revenir vers les partenaires pour avoir leur avis sur cette étude. Et donc on est aussi, les conventions sont sur une durée de 5 ans, donc on voit que la dernière avait été signée en 2018-2019, donc on est sur le lancement du renouvellement de la convention, ce qui nous amène à réfléchir sur l'évolution de l'ORT, notamment en lien avec les évolutions de la mobilité et la loi d'orientation des mobilités. Donc on va certainement voir pour mobiliser d'éventuels nouveaux partenaires, notamment les comités de communes qui ont pu prendre la compétence mobilité et qui pourraient être intéressés pour appartenir à l'Observatoire régional des transports.
Et enfin, donc en fin d'année 2022, donc il y avait une conférence régionale sur la logistique qui avait été réalisée par l'Adréal. Et donc à l'issue de cette conférence régionale, donc, qui avait réuni des collectivités et des transporteurs, donc il a été acté le lancement d'un groupe de travail logistique, puisqu'en fait au sein de l'ORT, on a la possibilité de créer des groupes de travaux, donc des groupes de travail, donc en fait de réunir un certain nombre de partenaires qui sont intéressés par un sujet précis. Donc là, on va lancer ce groupe de travail logistique qui va plus spécifiquement travailler sur ce sujet et donc être un peu la porte d'entrée. Enfin, la volonté, c'est d'en faire la porte d'entrée régionale sur la thématique de la logistique. Voilà ce que je pouvais dire sur l'ORT. Donc, je pense que j'étais un peu plus rapide que ce qui était prévu. Mais bon, ça permettra de laisser du temps pour d'éventuelles questions à la fin de la présentation, notamment du registre des preuves de covoiturage, je pense. Bonjour à tous, ravi d'être présent aujourd'hui. Donc, je vais introduire la présentation de la startup d'État covoiturage.meta.gouv.fr et mon collègue Victor continuera sur tout ce qui est démonstration de l'observatoire. Donc, la startup d'État covoiturage, c'est un outil ou des outils qui permettent de développer le covoiturage. Alors, on ne l'a pas précisé ici, mais c'est bien le covoiturage du quotidien en toute confiance sur son territoire. Donc, il s'agit de tous les trajets, domicile-travail, tous les trajets en gros courte distance qui sont concernés ici. Donc, si je continue, je passe à la slide suivante. Un peu de contexte rapidement. Donc, la startup d'État covoiturage.meta.gouv qui propose en fait les outils du registre de preuves de covoiturage, l'observatoire, les outils d'attestation, etc. Et en fait, adossé, si vous voulez, à la Fabrique numérique, qui est un incubateur qui fait partie du ministère de la Transition écologique. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est de construire des produits numériques qui ont vocation à répondre à un problème d'ordre public. Et en fait, la méthode qu'on utilise, c'est la méthode Startup d'État, donc qui est une méthode en fait en équipe dédiée, donc autonome, avec des développeurs. On va construire des produits numériques pour vraiment répondre et outiller un petit peu les instances publiques. Voilà pour l'introduction. Donc, covoiturage.meta.gouv, c'est quoi? C'est une suite d'outils. Si je commence par la présentation du registre de preuves de covoiturage, rapidement, je vais détailler ça après, mais donc ça, c'est un outil, c'est un registre en fait, c'est un outil de collecte des trajets. Vous allez voir, on va plus loin que ça, c'est collecte des trajets avec un indice de confiance, justement pour limiter la fraude au trajet. Je vais détailler ça tout à l'heure. Mais donc, du coup, on est connecté aux opérateurs, donc aux applications courte distance de covoiturage. On reçoit les trajets sur le registre et en fait, on peut les restituer au sein de l'Observatoire national du covoiturage, qui est présenté sur la droite ici, qui est un outil de cartographie, de visualisation, notamment des trajets courte distance du covoiturage, mais aussi on a d'autres jeux de données dedans, comme les aires de covoiturage, par exemple. Si je continue encore, peut-être en bas à droite, les statistiques en open data. Donc, en fait, les jeux de données du registre sont à la fois publiés donc, sur l'observatoire et aussi en open data. À savoir que ce qu'on peut publier sur l'open data, donc c'est des données qui vont être anonymisées, donc qui ne vont pas être exactement celles qui sont présentées directement sur l'interface du registre, puisqu'en fait, on va, par exemple, avec du carreillage un peu simplifier les données, ou même quand il y a trop d'itérations, aller-retour sur une même origine-destination, on va supprimer par des trajets pour justement respecter le RGPD. Donc ici, ensuite, en bas à gauche, on ne vous en parlera pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais en tout cas, on propose aussi des services de génération d'attestation, soit sur l'honneur ou soit certifiés par le registre. Donc les deux, en fait, dans l'idée, c'est d'équiper les employés qui covoiturent, de leur fournir en fait une attestation, une preuve comme quoi ils ont covoituré, qu'ils vont remettre à leur employeur, à leur RH, pour bénéficier du forfait mobilité durable, on en parlait avant. Et donc, du coup, ça, on ne détaillera pas aujourd'hui, mais si vous voulez, voilà, c'est le système sur l'honneur, c'est pour télécharger une attestation sur l'honneur. Donc là, c'est un formulaire à compléter qui est disponible en fait sur attestation.beta.gouv.covoiturage. Et donc là, c'est une attestation à télécharger comme un peu le formulaire qu'on avait pendant le Covid, où on remplit nom, prénom, etc., nombre de trajets, on télécharge l'attestation et on la remet à son employeur. Et l'attestation à gauche ici,
certifié par le registre, c'est directement en fait sur l'application de covoiturage que j'utilise. Je peux télécharger l'attestation. Et si l'opérateur en fait a mis en place notre module de téléchargement, ça veut dire que quand il va télécharger son attestation employé, il aura aussi également, donc ça va enquêter dans la base de données du registre et il aura donc une preuve avec le logo de l'État, comme quoi c'est certifié par l'État. Et il y a même un QR code d'ailleurs dessus pour que l'employeur puisse vérifier que les trajets sont bien référencés en base de données du registre et donc qui sont bien été réalisés. Voilà, je ne vais pas plus détailler ça, je continue. Donc maintenant, très vite sur le registre de preuve de covoiturage. Donc comme je vous le disais, en fait, on est connecté aux opérateurs de covoiturage courte distance, donc à la fois aux opérateurs publics et à la fois aux opérateurs privés. Donc voilà, quand je dis opérateur public, ça peut être très bien, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a son application, qui donc l'a développée en propre et qui propose aussi un service de covoiturage qui va en fait être complémentaire aux applications privées, par exemple, qui s'affichent à l'écran. Du coup, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est qu'on a vocation à se connecter à tous les opérateurs. Aujourd'hui, on est connecté à 99% des opérateurs. Donc, tout ça pour vous dire qu'on collecte pratiquement, en tout cas, 100% des trajets formels qui sont effectués sur les applications de covoiturage. Sur l'observatoire, justement avant, on vous disait que effectivement, c'était que les trajets formels. Donc, attention, effectivement, tout ce qui est informel, on ne va pas le présenter sur l'observatoire. Donc, tous les trajets qui sont effectués hors d'une application de covoiturage, c'est pas présenté sur l'observatoire et parce qu'en fait, on n'est que connecté, comme vous voyez, à ces opérateurs-là. À savoir qu'une étude d'USDET avait été faite, a priori, ça représente 15% les trajets formels des trajets totaux, donc 85% de trajets informels. Voilà ici, je continue. Donc, comment ça se passe? Donc, on est connecté aux opérateurs de covoiturage courte distance. Quand on leur demande de se connecter au registre, donc on a une API qui permet de recevoir les trajets de covoiturage. Et en fait, quand ils se connectent à notre interface au registre, on leur demande d'être capable d'effectuer des tests sur les trajets pour savoir en fait si les trajets ils ont réellement eu lieu ou pas. Et tout ça, en fait, pour limiter la fraude. Puisque la finalité du registre, en fait, c'est un outil qui va permettre d'inciter la pratique du covoiturage. Et donc, vu qu'il y a de l'incitation de l'argent public, il faut se dire que on essaie de limiter la fraude au maximum, de donner un outil où on dit, OK, ce trajet, potentiellement, il a réellement eu lieu et celui-là, non, pour que la collectivité puisse, après, inciter en toute confiance la pratique du covoiturage. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que quand l'opérateur se connecte au registre, il doit effectuer une série de tests, une batterie de tests, pour nous montrer qu'il est capable, lui, de détecter soit de la classe A, B ou C. Donc, la classe A, c'est vraiment le niveau de confiance le plus bas. Donc, ça s'applique toujours sur un trajet. Donc, un trajet, c'est un couple passager-conducteur, puisque voilà, quand on est dans un covoiturage, on n'est pas tout seul. Donc, c'est forcément un couple passager-conducteur. Et donc, du coup, la classe A, ça va être l'opérateur qui nous certifie la mise en relation avec l'intention de covoiturer entre le passager et le conducteur. Donc, on sait qu'ils sont rentrés si vous voulez, en relation. On ne sait pas. Voilà, donc typiquement, une personne a contacté une autre personne via l'application. Ça, OK, ils ont la preuve, mais ils n'ont pas la preuve qu'ils ont réellement covoituré ensemble. Donc ça, c'est la classe A. C'est-à-dire que le trajet va être en classe A. En classe B, on a la mise en relation et on a la preuve du trajet d'un des occupants du véhicule, conducteur ou passager. Donc là, on est déjà sur un niveau de confiance un peu plus haut. Et enfin, la classe C, l'opérateur nous certifie la mise en relation et les trajets des occupants du véhicule avec une identité distincte des occupants. Donc là, on est vraiment sur le niveau de confiance le plus élevé. Donc on sait qu'ils sont rentrés en relation, on sait que les deux ont effectué le trajet, on a la preuve des trajets des deux occupants et on sait qu'ils ont une identité distincte aussi. Donc là, par exemple, quand je dis l'identité distincte, c'est intéressant parce que il peut y avoir de la fraude, par exemple, typiquement où le conducteur va être le passager également. Donc voilà un petit peu sur ce qui est fait en tout cas sur les classes de confiance. Nous, le registre, on a aussi nos outils anti-fraude qu'on continue de développer et notamment on va se placer sur la fraude interopérateur dans le sens où on va être capable de détecter si, par exemple, le même trajet est effectué sur plusieurs plateformes de covoiturage
en même temps pour bénéficier de plusieurs incitations. Donc ça c'est une fraude assez classique. Et nous, on est les seuls à pouvoir effectuer ce type de check, puisqu'en fait, on collecte à la fois les données de l'opérateur A, à la fois les données de l'opérateur B. Donc on peut réconcilier les données alors qu'un opérateur va juste avoir ses propres données et ne va pas pouvoir voir s'il y a de la fraude interopérateur. Donc là-dessus, nous, on est vraiment… voilà, c'est vraiment là-dessus, on va faire aussi la différence. Comment ça marche? Du coup, je résume et avant de laisser la parole à Victor. Donc, le conducteur ou le passager, c'est pour récapituler ce que je vous ai dit, réalise son trajet sur la plateforme de covoiturage. L'opérateur, donc partenaire du RPC, va analyser donc le trajet et va appliquer la classe de confiance, donc comme je vous ai expliqué, A, B ou C, puis nous envoyer ça. Et le registre va donc valider la preuve qui est envoyée par l'opérateur de covoiturage et le trajet va être visible sur la plateforme, donc sur le registre de preuves, et le territoire va pouvoir donc visualiser ce trajet et inciter la pratique du covoiturage en toute confiance. Voilà, ça c'était vraiment pour introduire le registre, à savoir que peut-être, et Victor y reviendra, mais juste avant de passer la parole à Victor, vous allez voir que sur le registre, ça c'était la partie, on va dire, un petit peu explication, voilà, comment on est alimenté, comment on fait le trajet. Mais vous allez voir dans un deuxième temps qu'on a un outil de configuration de campagne, d'incitation que Victor va vous présenter juste après. Mais je crois que d'abord, il veut passer à la présentation de l'Observatoire. Victor, est-ce que tu veux essayer de partager ton écran? Ouais, je vais essayer tout de suite. Déjà, est-ce que vous me voyez à l'écran? Première question. Moi, je ne te vois pas. Oui, Oui, on vous voit. Ah bah c'est bon. Ah bon, c'est bon, une bonne nouvelle. Alors, je vais vous partager ça tout de suite. donc je pense que ça marche. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Ça charge. Ouais, nickel. Parfait. Super. oui aussi. Donc, quelques mots avant de commencer sur l'Observatoire. Donc, l'Observatoire national du covoiturage au quotidien. À l'instant, donc mon collègue Jonathan vous parlait du fonctionnement de l'outil de collecte qui est le registre de preuves de covoiturage, qui est une sorte de recueil dans lequel en fait on va venir collecter tous les trajets dits formels, c'est-à-dire qui transitent par une plateforme de covoiturage sur ce recueil, donc le registre de preuves de covoiturage. L'Observatoire, c'est son pendant valorisation, c'est l'outil qui nous permet en fait de valoriser, de mettre en valeur les données que l'on collecte, pour que tout un chacun, que ce soit des collectivités, des usagers ou des différents acteurs de l'écosystème de la mobilité, puissent venir observer les dynamiques du covoiturage à différentes échelles. Donc, l'outil il a été créé à la suite de la mobilisation pour le covoiturage au quotidien en novembre 2019, dans le prolongement de la loi d'orientation des mobilités. Et l'idée, c'est de doter l'État, les collectivités, les entreprises, un peu tous les acteurs de la mobilité d'un outil capable de les aider à mieux piloter les politiques en faveur du covoiturage. Donc, avec deux objectifs: analyser l'évolution des pratiques de covoiturage, donc vraiment un outil statistique, et un outil de mesure d'impact. C'est-à-dire, je mets en place un dispositif et je veux vérifier que ce dispositif fonctionne. Donc, sur l'Observatoire, qui est un site public en accès libre, que vous pourrez tout de suite, à la fin de cette présentation, aller consulter, vous allez retrouver plusieurs choses. Vous allez avoir une veille de l'actualité, une veille, donc tout un tas d'articles qui parlent du covoiturage ou plus largement de la mobilité douce. Voilà, et donc des articles que vous pourrez consulter librement, des ressources pédagogiques, donc ça va être des publications scientifiques, des études, des fiches techniques sur voilà, tout ce qui pourrait nourrir votre réflexion pour pouvoir construire un éventuel projet. Et ensuite, un tableau de bord, un tableau de bord territorialisé sur lequel vous allez pouvoir observer des dynamiques à différentes échelles, soit au niveau national, soit plus localement à l'échelle régionale, départementale, de l'EPCI ou même de la commune qui vous intéresse, adossé à un atlas cartographique avec des cartographies, donc des aires de covoiturage, des flux, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, voilà à quoi ressemble l'Observatoire national du covoiturage au quotidien. Les données qui sont utilisées pour construire cet observatoire proviennent en très grande partie, Jonathan vous en parlait, du registre de preuves de covoiturage, mais on a également d'autres données qui nous viennent de Transport Data, notamment la cartographie des aires de covoiturage que je vais vous présenter, qui nous permettent de compléter en fait ces ressources. Donc,
je vous en parlais. Vous avez sur cet observatoire, donc l'URL, on va vous le partager, c'est observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr. Donc les actualités, donc des articles sur le covoiturage au sens large, des ressources pédagogiques, donc des infographies, des fiches techniques, du CEREMA, de l'ADEME, qui sont nos partenaires sur la création de cet outil. Et des éléments, donc tableau de bord et cartographie, qui vont vous permettre de comprendre comment se structure le covoiturage à différentes échelles, et notamment à l'échelle EPCI ou communale sur votre territoire. Donc, par défaut, quand on clique sur cet onglet tableau de bord, on tombe sur une vue nationale, donc sur l'échelle France, donc sur un an. Donc là, on est sur l'évolution du nombre de trajets. Donc on voit que la courbe a tendance à augmenter. Effectivement, depuis la fin du Covid, on a un niveau du covoiturage qui revient un petit peu à la normale. Sachant que sur le mois de mars, qui n'apparaît pas encore ici, puisque les données n'ont pas encore été publiées, on a atteint pour la première fois le million de trajets sur le seul mois de mars. Donc, la courbe devrait continuer à grimper dans les semaines à venir. Donc, ça, c'est une vue générale. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder à l'échelle départementale ou régionale, mais d'aller voir à l'échelle de votre PCI. Donc, par exemple, si je tape Orléans Métropole, je vais pouvoir observer la donnée sur Orléans Métropole. Donc là, on a l'évolution du nombre de trajets, donc première graphique qui peut être intéressant. On a l'évolution du taux d'occupation, donc occupation des taux de véhicules, donc voir si on arrive, si notre politique d'incitation, elle a un impact, elle permet de lutter contre l'autosolisme. L'évolution du nombre de véhicules partagés, l'évolution de la distance moyenne, donc la distance des trajets, et la répartition des trajets par tranche horaire. Donc ça, c'est pour vérifier que on est bien sur un covoiturage aux heures de pointe, donc du domicile-travail. Effectivement, c'est bien le cas. On a du 7h, on a du 17h. Donc, on a ce premier volet qui est un volet graphique. On va avoir de la cartographie. Ici, donc, on est sur le flux mensuel de passagers entre territoires. Donc, on va avoir un certain nombre de flux qui sont matérialisés par des traits, plus ou moins épais, plus ou moins foncés, qui correspondent donc à la récurrence des trajets entre les territoires. On a, si on ne retient que les principaux flux, on va avoir du Orléans-Saint-Cyr-en-Val, on va avoir du Orléans-Saint-Jean-de-Bray. Voilà. Ça nous permet d'avoir une vue, graphique de la manière dont se matérialisent les trajets en covoiturage sur le territoire d'Orléans Métropole. Donc là, j'ai pris Orléans Métropole, mais j'ai fait le même exercice avec les différentes PCI que je vous inviterai chacun à aller observer et analyser. Donc, avec la CC des Portes de Sologne, avec la CC des Loges, avec des courbes qui varient selon les territoires, parce qui sont liés à différents critères. Hein. La CCC de la Forêt, la CC du Val de Sully, la CC de la Bosse loiretaine et enfin la CC des terres du Val de Loire. Donc vous avez la possibilité de regarder et d'observer les données à l'échelle EPCI. Vous pouvez zoomer sur une commune en particulier, c'est possible aussi. À l'échelle PETR, malheureusement, on ne l'a pas actuellement. Donc, c'est peut-être un niveau de lecture qu'on aura dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Donc là, on revient sur notre exemple d'Orléans Métropole avec cette cartographie des flux. On va avoir la cartographie des aires de covoiturage. Donc ça, comme je vous le disais, les données qui nous servent à construire cette cartographie des aires, ce sont les données de transport data. Les données de transport data, elles sont compilées sur sur la base de ce que leur donnent les collectivités. Donc, il est possible parfois que cette cartographie ne soit pas totalement complète, en tout cas qui semble manquer
certaines aires ou que les typologies d'aires ne correspondent pas à ce qu'elles sont réellement en réalité. Donc, si il y a besoin de faire des mises à jour, je vous inviterai à nous communiquer. Alors, je vous partagerai l'adresse de Transport Data, de contact chez Transport Data pour voilà, mettre à jour ces aires de covoiturage, en tout cas la localisation qui ne serait pas bonne si ce n'est pas le cas. Donc, vous avez la cartographie des aires, vous avez la cartographie des taux d'occupation qui on peut être lue à l'échelle EPCI pour comparer les différentes communes de l'EPCI et voir lesquelles sont les plus en avance sur cette lutte contre l'autosolisme. C'est, à mon sens, plus intéressant de la comparer à une échelle un peu plus large, donc départementale, régionale, même nationale, pour pouvoir, pour observer un peu sa position par rapport aux autres collectivités ou en tout cas aux collectivités voisines. Voilà. Et enfin, une cartographie qui est assez intéressante aussi en tant qu'outil de diagnostic et de pilotage de la politique, c'est la carte de densité des trajets dans une maille hexagonale. Donc, le nom est un peu barbare, mais vous allez voir que c'est assez intéressant puisque en fait, cette cartographie, elle nous présente un certain nombre d'hexagones qui correspondent en fait aux zones de prise en charge et de dépôt de covoitureurs à l'échelle d'un quartier. La précision est de l'ordre du demi-kilomètre. Donc voilà, on a des rayons, des cercles, c'est des quartiers à peu près à 500 mètres près, sur lesquels en fait vont venir être pris en charge ou déposés les covoitureurs. Donc, plus l'hexagone est foncé et plus la récurrence de la prise en charge des dépôts sont importants, et plus la couleur est faible et moins il y en a, effectivement. Et donc, cette cartographie, elle est croisée avec celle des aires de covoiturage. Donc, on a les points bleus, jaunes qui correspondent aux différentes typologies d'aires de covoiturage. Vous pouvez l'enlever si besoin. Ce qui est intéressant avec la possibilité de combiner les deux, c'est de venir vérifier soit le choix d'implantation d'une aire de covoiturage, soit piloter le choix d'une implantation future, d'une infrastructure future. Alors, encore une fois, je tiens à préciser qu'on est, nous, uniquement sur de la donnée du covoiturage formel, donc des covoiturages qui passent par une application de covoiturage. Et donc, on n'a pas forcément le covoiturage informel. Donc, parfois, l'aire de covoiturage, elle répond plus à un besoin de trajet long et de covoiturage informel. Je m'entends avec un collègue, on s'arrête sur l'aire de covoiturage pour transiter ensemble. Peut-être un peu moins sur du covoiturage informel, formel plutôt, où justement, on ne va pas forcément s'entendre sur une aire de covoiturage, on va se retrouver directement à la porte du passager ou du conducteur. Voilà, mais en tout cas, cette cartographie peut vous permettre déjà de comprendre où se situent les points chauds en matière de covoiturage. Et enfin, donc le dernier onglet qui est l'onglet chiffres clés, qui en fait sont toutes les données d'impact du covoiturage sur votre territoire. Donc, on va retrouver le nombre de passagers transportés, le nombre de véhicules partagés, le pourcentage des trajets qui sont réalisés donc, à l'intérieur du territoire, au départ et à l'arrivée du territoire, le taux d'occupation des véhicules. Bon, là, on a un résumé de la répartition des trajets par tranche horaire dont je vous parlais tout à l'heure. La répartition des trajets par distance. Donc ici, on voit bien que la majorité des trajets sur Orléans Métropole, ce sont des trajets qui font moins de 20 km, plus de la moitié en tout cas. Le nombre de kilomètres parcourus, les distances moyennes, le temps moyen, et puis le top 10, les deux top 10, le top 10 des trajets les plus covoiturés sur Orléans Métropole, de commune à commune, et le top 10 des territoires qui sont les plus dynamiques, on va dire, sur le covoiturage. Et enfin, l'impact environnemental avec les CO2 économisés, la quantité d'essence économisée, on sait qu'en ce moment ça a du sens, et le nombre d'aires de covoiturage sur la collectivité. Donc, bon, là, je vous ai montré sur Orléans Métropole, mais je vous invite, voilà, suivant votre territoire, à aller observer tout ça directement sur l'Observatoire. Et puis,
à nous solliciter si vous avez besoin d'un accompagnement particulier sur ça. Consultez notre foire à questions, puisqu'on a questions qui sont, enfin, des réponses qui pourraient correspondre à des questions que vous pourrez vous poser à l'utilisation de l'outil. Voilà. Voilà pour l'observatoire. Donc, j'ai essayé de faire assez bref. Et donc, juste pour terminer, donc, parce que je vois que l'heure court, et donc je vais essayer de terminer là-dessus. Donc, nous, on a deux outils pour les collectivités, un outil de diagnostic et d'observation qui est l'observatoire, qui est un outil en accès libre. Et puis après, on a un autre outil qui est l'outil d'accompagnement sur le registre de preuves de covoiturage, donc qui là s'adresse plus à des collectivités qui sont sur le point ou ont lancé une campagne d'incitation financière et qui ont besoin d'un suivi financier, suivi statistique et financier, et dont l'accès est réservé à des collectivités donc, qui ont délibéré, qui ont conventionné, donc, qui est dans un temps de si c'est votre cas, si c'est le cas de votre collectivité, voilà, nous on est à votre disposition pour vous accompagner sur la finalisation de la délibération du conventionnement et pour travailler ensemble sur le suivi financier. Donc voilà, gardez tout ça en tête. Et vous pouvez nous contacter donc, sur contact@covoiturage.beta.gouv.fr pour toutes les questions, pour un besoin, une présentation un peu plus précise de l'ensemble de nos outils, puisque là, on est allé assez vite sur l'observatoire, mais on a d'autres outils, comme le disait Jonathan, pour d'autres besoins, donc le forfait mobilité durable, les incitations financières, depuis peu, donc la prime 100 € ou le dispositif 1 €, le cofinancement de l'État, qui font partie du plan national du covoiturage, dont vous avez sûrement, pour la plupart, j'imagine, entendu parler, avec 3 mesures phares, la prime de covoiturage 100 € pour les primo-conducteurs. Donc, je m'inscris sur une plateforme de covoiturage en tant que particulier, je peux gagner 100 € si je réalise 10 trajets. Le forfait mobilité durable renforcé, donc avec un élargissement pour le secteur public et pour le privé. Et pour les collectivités, le fonds vert, sur la base du fonds vert, le cofinancement de l'État des campagnes d'incitation financière avec la mesure 1 €, 1 €, 1 € pour la collectivité, 1 € pour l'État. Une campagne d'incitation de 100 000 €, 50 000 € pris en charge par l'État. Donc sur tous ces sujets, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce n'était pas trop l'objet, mais n'hésitez pas à nous solliciter pour plus de renseignements. Et à consulter notre documentation qui est assez fournie et qu'on vient de remettre à jour. Donc on va vous partager la présentation avec les liens. Et donc la documentation, l'URL c'est doc.covoiturage.beta.gouv.fr, mais bon, vous aurez tous les liens dans le document. Voilà pour nous. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a essayé d'aller assez vite pour rester dans le temps imparti. Il y a 2 questions sur le chat qui ont été posées. Oui. Je vous les lis. L'information reflète-t-elle l'évolution réelle ou l'amélioration de la collecte de données? Ne met-elle en avant qu'une pratique déjà existante? Et la deuxième question, comme ça vous répondrez aux deux, c'est quel est le ratio en nombre de kilomètres parcourus et de trajets covoiturage plateforme versus covoiturage informel? Donc, ou dit autrement, Ouais. quelle est la part du covoiturage informel qui est la grande question qui allait forcément tomber? Oui, c'est sûr, c'est une question à laquelle on est habitué. Et Jonathan en parlait tout à l'heure. Donc, le chiffre à retenir, c'est 15%. 15% de formel, 85% d'informel. 85% de trajets covoiturés sans passer par une application de covoiturage, sachant que le covoiturage, la définition du covoiturage, ça peut être, c'est tout ce qui n'est pas de l'autosolisme. C'est-à-dire que je me rends je vais faire mes courses avec ma compagne, et ben je fais du covoiturage, je covoiture. Donc c'est comme ça qu'est constituée cette statistique de 15-85. En tout cas, c'est les données du SDES, du service statistique de l'État. Et la première question, elle m'échappe. J'étais en train d'y répondre par écrit.
Je mets ma caméra pour que ce soit mieux. En fait, c'est la question, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que dès lors qu'on démarre un système d'observation, heu, Oui, forcément, les premiers jeux de données qu'on va avoir vont être, d'abord liés au fait que comme c'est une première observation, les modes de recensement ne sont pas complètement exhaustifs, mmh. et que par définition, de fait, l'évolution qu'on va observer d'année en année, c'est une évolution qui va être liée aussi Tout à à fait, l'évolution technologique et tout à donc à fait. la capacité à récolter l'information. C'est Ah, ça. Donc en fin de compte, c'est quelque part, c'est une forme de marge d'erreur, hein, mmh, qu'on doit avoir en tête constamment quand on fait l'interprétation, de l'évolution des données sur les premières années de l'enquête. Petit à petit, dans le temps, on estime que cette marge d'erreur va diminuer au fur et à mesure, mais elle sera toujours existante. ouais. Voilà. Alors ça, c'est effectivement, c'est une nuance à apporter aux données qu'on a présentées. En tout cas, je parle pour l'Observatoire national du covoiturage au quotidien. Les données, elles commencent, la collecte des données du registre commence en 2019, fin 2019. Entre-temps, ça ne nous a pas échappé, on a connu une crise Covid qui a fortement impacté le secteur du covoiturage. Donc forcément, évidemment, la donnée, il faut la relativiser avec ça. En tout cas sur la progression linéaire qu'on constate depuis lors. Il y a un deuxième élément, c'est le nombre d'opérateurs qui sont connectés au registre. Les opérateurs qui nous fournissent de la donnée, il y en a il y en a eu au début assez peu, puis de plus en plus. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Donc là, on est depuis quelques années, on est autour de entre 20 et 21. Donc on peut considérer que la donnée depuis la fin du Covid jusqu'à aujourd'hui, elle est stable. Enfin, la quantité de données. Donc, on peut faire des observations qui sont à peu près viables depuis cette période-là, qui correspond donc fin 2021, voilà, à peu près dans ces eaux-là. Effectivement, et il y a ça, et il y a aussi tout ce qui est fraude, mécanisme anti-fraude. Effectivement, chaque opérateur et même le registre, on est en train d'améliorer à chaque fois tous ces outils-là. Donc forcément, le nombre de trajets qui passent va être de moins en, enfin, a priori, va être de plus en plus contrôlé. Donc, on aura tendance peut-être avec l'augmentation de ces outils de mécanismes, enfin ces mécanismes, de faire baisser le nombre de trajets. Mais la tendance est quand même à la hausse au niveau du contexte. On voit qu'il y a plus de trajets. Mais effectivement, il faut prendre en compte l'évolution des outils, l'amélioration des tests et le contexte d'augmentation. Mais en fait, comme vous l'avez dit, il y a toujours une marge d'erreur, mais voilà. Mais en tout cas, c'est à prendre en compte effectivement. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si on est au tout début avec tout ce qui vient d'être expliqué, quand on regarde l'évolution depuis 2019 sur le territoire de l'Orléanais, on a des pics, c'est valable pour la France entière d'ailleurs, on a des pics qui correspondent aussi à des événements particuliers qui développent le covoiturage. On a eu des pics notamment pendant les grèves de la première réforme des retraites fin 2019, et ça donne quand même une information que dès qu'il y a un événement particulier, le covoiturage peut se développer très rapidement. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête. Ouais, il y a ça, et puis après, il y a l'initiative des collectivités qui parfois peut avoir un impact très important. Enfin, je pense à pas mal de collectivités qui avaient en tout cas une pratique du covoiturage sur un territoire qui était assez marginal, et qui, à partir du moment où elles ont décidé de se lancer dans l'incitation financière, ont eu des résultats assez fantastiques en peu de temps. Donc voilà, il faut prendre tout ça en considération. Je vous invite aussi à regarder, là récemment ont été publiées la liste des collectivités qui sont engagées sur le plan des incitations financières. C'est disponible, alors, il faudrait que je retrouve le lien, mais en tout cas, on vous partagera le lien, à regarder les évolutions sur l'observatoire de ces collectivités et voir à quel point finalement l'action politique peut avoir un impact très positif sur la pratique du covoiturage. Voilà. Et c'est le message, je pense, qu'on voulait aussi apporter aujourd'hui à travers notre présentation. Bien, je vais reprendre la main parce que nous sommes déjà à 9h42. On avait prévu 1 heure de webinaire, mais ces échanges sont très, très intéressants. Et on a eu une très bonne participation ce matin à ce webinaire, ce qui montre l'intérêt que l'on peut porter à identifier les sources de données pour mieux appréhender ces questions de mobilité. Je remercie vivement nos intervenants ce matin qui ont nourri la réflexion.
Donc, le portail cartographique vous permet donc d'avoir des accès libres sur un certain nombre d'indicateurs choisis, limités, mais nous avons bien plus de données en stock pour pouvoir nourrir les réflexions sur les territoires de l'Orléanais, hein, que ce soit par part modale ou sur les échanges effectivement entre territoires. Je remercie également donc l'ORT de nous avoir donné cet aperçu de ce groupe régional, hein, qu'il est important de nourrir pour que l'on puisse aussi progresser dans l'échange de nos expertises et avoir une vision globale de la mobilité sur la région. Et puis, merci également à nos collègues qui ont traité les questions de covoiturage. Voilà, c'est une donnée assez récente. On voit bien l'intérêt de regarder ces nouveaux comportements qui se développent assez fortement. Et je retiens effectivement la dernière remarque que vous aviez faite, hein, sur le fait que les incitations financières, voilà, ces politiques publiques d'incitation financière ont des effets importants, et il serait intéressant que l'on puisse faire, nous, cette analyse pour les territoires de l'Orléanais, pour conseiller nos territoires à de nouvelles formes d'action sur les mobilités. Je retiens aussi que la donnée de la mobilité, c'est aussi la contribution de tous, hein. On a vu que effectivement les aires de covoiturage, ces bases de données existent parce qu'il y a de la remontée d'informations, et c'est souvent le cas, je dirais aussi dans la disponibilité de la donnée. On attend souvent de la donnée qui descend, mais il faut aussi penser à faire remonter la donnée pour que tout le système fonctionne. Voilà, ben, merci pour cet aperçu sur les données de mobilité. J'ai passé un très bon moment. Je pense que nous avons tous appris quelque chose ce matin, de rentrer dans ces spécificités. Le webinaire sera en replay d'ici 2-3 jours sur notre site internet, donc il pourra être reconsulté. Et je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci pour l'organisation. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.